représentation paramétrique d'un sous-espace affine grand H de l'espace affine A. Donc un sous-espace affine défini par le point A et par une direction H, et on suppose que sa dimension est égale à P, supérieure ou égale à 1. On considère une base de H, et on sait qu'on a une bijection de K puissance P vers H qui au P scalaire associe le point M défini par A plus somme des xi EI. On a démontré ça quand on a parlé de repérage. Et d'ailleurs, dans le repère R défini par de centre A et avec la base B, on a M qui a pour coordonnées ici x1 jusqu'à xp. L'écriture M égale A plus somme de 1 à P de xi EI est une représentation paramétrique, pas la seule, représentation paramétrique de H. Pourquoi paramétrique? Parce qu'il y a P paramètres, hein, ici, xi. Alors si H est une droite, évidemment, la dimension de grand H c'est 1, donc là il n'y a plus qu'un vecteur que j'appelle U, et donc M égale A plus somme d'AU. Si H est un plan, il faut deux vecteurs indépendants, et on a M égale A plus XU plus Y. Alors maintenant, on va parler du cas particulier où l'espace affine est un hyperplan affine. Et je me place en dimension finie, donc A est un espace de dimension n supérieur ou égal à 2, donc H va être de dimension n-1 puisque c'est un hyperplan. Je choisis une base B égale à 1 jusqu'à en-1 de la direction de H et un point A qui appartient à H. La représentation paramétrique de H, d'après ce que j'ai dit avant, c'est M égale A plus somme de 1 à n-1 des xi EI. Et maintenant, nous passons à la représentation cartésienne, non plus paramétrique, d'un hyperplan en dimension finie, donc toujours l'espace de dimension n, l'hyperplan AH de dimension n-1. Petit 1, si on considère cette base de H, on peut la compléter de façon à obtenir une base de la direction de A, et on considère le repère R égale AH de grand A. Alors, si je prends un point M de coordonnées x1 jusqu'à xn dans A, eh bien il va appartenir à H, et seulement si le vecteur AM appartient à la direction de H, donc à grand H. Ce qui revient à dire que somme de 1 à n des xi EI appartient à H. Et ça équivaut à dire que, pour appartenir à la base de H, c'est les EI jusqu'à en-1. Donc il faut que le coefficient en en soit nul, donc ça équivaut à dire que xn égale 0. Eh bien, cette relation-là, c'est une équation cartésienne de H relativement au repère grand R. Alors maintenant, on va prendre un repère quelconque de grand A, donc 0 jusqu'à en, enfin O, E1 jusqu'à en. Alors on sait qu'il existe une forme linéaire non nulle, que j'appelle phi, de la direction de A vers K, qui à somme des xi EI donne, fait correspondre somme de 1 à n des alpha i xi. D'accord? Alors ça, on le sait parce que on a étudié en algèbre les formes linéaires. Donc ici, on a des coefficients, on a n coefficients qui interviennent, hein, mais qui ne sont pas tous nuls parce que la forme linéaire, elle est non nulle. D'accord? Alors, on sait que une telle forme linéaire, alors, elle n'est pas unique. Quand on en connaît une en multipliant par lambda différent de 0, on obtient toutes les autres. Et on a H qui est le noyau de phi. H, c'est un hyperplan donc, de l'espace de la direction de A, et H est égal à kerr phi. Alors, U appartient à H, ça équivaut donc à somme des alpha i xi de 1 à n, qui est égal à 0 quand je me place dans la base E1 jusqu'à En. Alors, M appartient donc, si je prends un point M de coordonnées
enfin quelconque d'ailleurs, si je prends un point M de l'espace grand A, il va appartenir à l'hyperplan H si et seulement si le vecteur AM appartient à H. Enfin, la direction de l'hyperplan. Ce qui revient à dire que phi de AM est égal à 0 puisque H c'est le noyau de phi. Donc, si j'appelle A1 jusqu'à n les coordonnées de A et x1 jusqu'à xn les coordonnées de m, ça revient à dire que somme des alpha i xi moins ai, parce que les coordonnées de vecteur am c'est les xi moins ai, est égale à 0. Et en faisant passer les ai de l'autre côté, je vais obtenir, et c'est toujours équivalent, hein, ça va être équivalent à ça, somme de 1 à n des alpha i xi est égale à k, où k sera somme des 1 à n des alpha i ai. Donc j'obtiens une relation hein, qui est un petit peu plus compliquée que celle-là, mais finalement qui est pareille que celle-là, et qui s'appelle une représentation cartésienne de h. Parce que ça aussi, là, xn égale 0, xn c'est aussi une somme des alpha i xi, hein, d'accord? C'est aussi une forme linéaire, ça. Voilà. Alors maintenant, si réciproque. Donc là, je viens de voir que si j'ai un hyperplan, hein, dans les deux cas, je peux lui trouver une représentation cartésienne hein, de la forme somme des alpha i xi est égale à k. Ici, k était égal à 0. Si alpha 1 jusqu'à alpha n sont des scalaires non tous nuls, hein, ça me permettra de définir une forme linéaire non nulle, et que k appartient à k, je vais considérer l'ensemble que je note E des points M de coordonnées x1 jusqu'à xn, vérifiant somme des alpha i xi est égale à k. Et ça, je vais expliquer pourquoi c'est un hyperplan. En effet, je peux trouver un point A de coordonnées A1 jusqu'à AN qui appartient à E. Pourquoi? Parce que les alpha i sont pas tous nuls, d'accord? Donc, quitte à changer les termes, supposons par exemple que ça soit alpha 1 qui soit pas nul, d'accord? Eh bien, je l'isole, je fais passer tout le reste de l'autre côté, je donne des valeurs à x2 jusqu'à xn, je peux très bien leur donner par exemple la valeur 0 d'ailleurs, hein? Et puis à ce moment-là, je vais avoir x1 qui sera égal à k sur alpha 1. Et j'aurai donc, comme point A, j'aurai k sur alpha 1, ensuite que des 0. Bon, donc ça sera une solution, donc c'est-à-dire que E n'est pas nul. D'accord? Alors après, je prends la forme linéaire phi, qui a somme de 1 à n des xi ei associe somme des alpha i xi. Eh bien, ça, c'est une forme linéaire non nulle, parce que les alpha i ne sont pas tous nuls. D'accord? Et j'ai m appartient à E, si et seulement si, somme des alpha i xi est égale à somme, alors là, je remplace le k par le somme des alpha i ai, puisque j'avais somme des alpha i ai qui était égal à k, puisque A appartenait à E. D'accord? Donc j'obtiens ça. Et en faisant passer de l'autre côté, j'obtiens que somme de 1 à n des alpha i facteur de xi moins ai est égal à 0. Alors, M va appartenir à E, si et seulement si, donc phi de AM, parce que là je reconnais les coordonnées du vecteur AM, si et seulement si phi de AM est égal à 0. C'est-à-dire si et seulement si AM appartient à quart de phi. D'accord? Mais quart de phi, c'est un hyperplan vectoriel. D'accord? Donc M appartient à E, si et seulement si AM, alors A, je sais déjà qu'il appartient à E, si et seulement si le vecteur AM appartient à cet hyperplan H, bah, ça signifie bien que mon ensemble E est un hyperplan. Donc en fait, un hyperplan est caractérisé par une représentation cartésienne de ce type, où tous les alpha i ne sont pas nuls, mais inversement, si je prends une équation de ce type, une relation de ce type, avec les alpha i qui ne sont pas tous nuls, eh bien ça sera la représentation cartésienne d'un hyperplan. Si l'hyperplan H a une équation cartésienne somme des alpha i xi égale k, les alpha i non tous nuls, alors somme de 1 à n des alpha primi xi
égale K' est une équation cartésienne de H si et seulement si les alpha' I et K' sont des multiples des alpha I et K. C'est-à-dire qu'il existe lambda, un scalaire non nul, tel que on passe des alpha IK aux alpha' I K' par la multiplication par lambda. Donc ça veut dire que les coefficients que l'on trouve dans cette équation sont proportionnels aux coefficients qu'on a dans la première. Et la direction de l'hyperplan a pour équation cartésienne somme des alpha I xi égale 0. On va commencer par ça. Si A est un point de H de coordonnées AI, somme des alpha I AI est égale à K. Si je prends un vecteur U de coordonnées xi dans la direction de A, on sait que U appartient à la direction de H, si et seulement si A plus U, alors je l'appelle M, appartient à H. Alors ce point-là, il a pour coordonnées AI plus XI, donc ça équivaut à dire que somme des alpha I AI plus XI égale K, mais comme la somme des alpha I AI est égale à K, quand je développe, je vais trouver que c'est équivalent à dire que somme des alpha I XI est égale à 0. Et donc ça me donne, comme tous les alpha I ne sont pas nuls, une équation cartésienne de la direction de H. Alors maintenant, si j'ai une autre équation cartésienne de H, alors je peux dire que somme des alpha' I ici égale 0 est une équation cartésienne de la direction de H. Mais dans le cours d'algèbre, on a vu qu'il y a unicité à lambda près des coefficients de l'équation qu'on trouve dans les équations cartésiennes d'hyperplan. Autrement dit, si j'ai deux équations cartésiennes d'hyperplan vectorielles, je passe de l'une à l'autre en multipliant par un scalaire lambda non nul. Donc, les alpha' I sont égaux à lambda fois les alpha I. Donc si je prends A, si je considère le point A que j'avais tout à l'heure, il appartient à H, il vérifie donc somme des alpha' AI est égale à K', et il vérifie aussi somme des alpha I AI est égale à K. Là, je remplace alpha' I par lambda alpha I, d'accord? Et puis là, je multiplie par lambda, et j'en déduis que K' est égal à lambda K. Et donc, on passe bien de tous ces coefficients-là à tout cela en multipliant par lambda. Réciproquement, il est évident que si ces coefficients-là sont tous des multiples de cela, M appartient à H et seulement si somme des alpha xi est égale à K, comme lambda est non nul, ça équivaut à dire que somme des lambda alpha I xi est égale à lambda K, je multiplie par lambda, et ça c'est exactement somme des alpha' I xi est égale à K'. Et donc j'obtiens bien que ici, encore une équation cartésienne de H et c'est terminé. Une remarque, la direction de l'hyperplan H dont on vient de parler, l'équation cartésienne somme de alpha j x j égale K, est H égale kerphi. Et ça me donne kerphi, ça veut dire phi d'un vecteur U est égal à 0. Si le vecteur U c'est somme des xj ej, ça équivaut à dire somme des alpha j xj est égal à 0. Ça c'est l'équation de grand H, c'est-à-dire de la direction du sous-espace affine. Phi étant la forme linéaire qui au vecteur U donne somme des alpha j xj. Voilà. Propriété et définition. Représentation cartésienne d'un sous-espace affine de A. Alors, on considère donc un sous-espace affine de A de dimension P inférieure à la dimension de A qui elle vaut N. On va prendre évidemment P supérieur ou égal à 1. On considère une base de F, on la complète pour avoir une base de B, on prend un point O de l'espace A, point A dans F, on considère le repère OB de A, et dans ce repère, le point A a pour coordonnées, le point M a pour coordonnées, donc le vecteur AM, et le vecteur AM est égal à la somme des xi moins AI EI. Donc M appartient à F, qui équivaut à dire que vecteur AM appartient à la direction de F. Ben, ça équivaut à dire qu'à partir du rang P plus 1, tous les coefficients sont égaux à 0, puisque
la base de grand F, c'est E1 jusqu'à EP. Donc ça équivaut à dire que xi moins ai est égal à 0, donc xi est égal à ai, quel que soit i supérieur à p, ce qui me fait n moins p équations qu'on appelle des équations cartésiennes de f. Dans le repère R, on dit aussi qu'on a une représentation cartésienne qui est donnée par ces n moins p équations. Et on remarque au passage que les formes linéaires qui somme des xi ei associe xi sont indépendantes. Ces formes-là, ce sont les ei étoiles et elles sont indépendantes. F apparaît comme l'intersection des n-p hyperplans d'équations xi égale à i. Voilà. Puisque là, on a un système avec n-p équations. Chacun de ces hyperplans ayant pour direction l'hyperplan vectoriel d'équation xi égale 0, au lieu de ai, on enlève les constantes en fait, comme ici on avait enlevé k. Donc la direction de f a pour équation cartésienne le système des xi égale 0 pour i supérieur à p, c'est-à-dire les n-p équations cartésiennes, mais là on est sur du vectoriel. Propriété, donc maintenant on va se placer dans une base quelconque de A, enfin on prend une base quelconque de A, un repère quelconque de A, et on va appeler oméga la colonne oméga 1 jusqu'à oméga n des coordonnées de O' dans R. Là les coefficients, les coordonnées de M dans R, les coordonnées dans R', et on appelle P la matrice de passage de B à B'. On sait que X est égal à oméga plus Px'. Et à ce moment-là, ce système-là équivaut à dire, je remplace les xi par xi égale oméga i, plus, et quand je fais Px', je prends la ligne numéro i de P, celle où il y a AI1, AI2, etc. Et je multiplie par les coefficients qu'il y a ici. Et donc ça me fait somme des aij, x'j, pour j allant de 1 à n. Et cela, quel que soit i supérieur à p. En faisant passer oméga i de côté, j'obtiens ça. C'est-à-dire un système de n-p équations que je vais appeler des équations cartésiennes de f dans R'. Donc là, j'ai une représentation cartésienne. D'accord ? Voilà. Alors, ce que je remarque, c'est que là-dedans, les aij, d'abord, ils sont non tous nuls parce que j'ai une... Les aij qui sont ici, i est fixé. Donc ici, les aij qui sont ici, c'est ceux de la première ligne de la matrice de passage P. Alors, cette matrice, elle est inversible. Donc on ne peut pas avoir tous les coefficients qui sont nuls. Donc ils sont donc tous nuls. Et donc phi qui a somme des x'j, uj associe somme des aij, x'j est une forme linéaire non nulle. D'accord? Et cela, quel que soit i d'ailleurs, allant de 1 à n, pas seulement i supérieur à p. Pour y fixer, donc ça c'est la ligne numéro i de p qui est inversible. Donc en plus les lignes sont indépendantes. Comme les lignes de P sont indépendantes et que les coefficients de la forme linéaire sont donnés par les coefficients qu'il y a sur chaque ligne, on a des formes linéaires qui sont indépendantes. D'accord? Donc en fait, 2 là montre que F est l'intersection de n-p hyperplan associé à n-p forme linéaire indépendante. D'accord? Alors la direction de l'espace, du sous-espace F, ça va être l'intersection évidemment des directions des hyperplans vectoriels, donc des kers de phi. Et donc les kers de phi, ils ont quoi comme équation? Ils ont somme des aij, x'j est égal à 0. D'accord? Et je prends i allant de p plus 1, je prends i supérieur à p. Donc voilà, là j'ai la représentation cartésienne de la direction du sous-espace affine. On vient de voir que si la dimension de l'espace affine est égale à n, tout sous-espace affine de dimension supérieure à 0 ou inférieure à n peut s'écrire comme intersection de n-p hyperplan
associées à des formes linéaires indépendantes. Réciproquement, si on considère P forme linéaire indépendante de la direction de A vers K, qui a somme des xi, ei, bon, je les appelle phi, ces formes, associe somme des aij, xj, pour y compris entre 1 et P, où B évidemment est une 1 jusqu'à En est une base de A, et soit P hyperplan HI, donc y compris entre 1 et P, d'équation somme des aij, xj égale quelque chose que j'appelle lambda I, relativement à ce repère. Bon, alors donc j'ai ces P hyperplans avec leurs équations. Évidemment, ça va me former ça, un système de I équations avec N inconnus. Alors, l'intersection de tous ces hyperplans est un sous-espace affine de dimension N-P de représentation cartésienne, ben, ce fameux système dont je viens de parler. Alors, démonstration. Eh bien, chaque HI est associé à cette forme-là. Il suffit de remplacer XJ par J étoile. Là, on est dans le dual de grand A. Et donc, les phi J en question, bah, c'est dans l'hypothèse, elles sont linéairement indépendantes, les phi, les formes linéaires. Le système, et alors, on déduit par le cours d'algèbre que ce système-là, du coup, est un système de rang P inférieur à N. Et donc l'ensemble, alors ça veut dire qu'on extrait un déterminant d'ordre N, un déterminant non nul d'ordre N. Donc l'ensemble des solutions x égale, alors là je mets des vecteurs colonnes de k puissance n, x égale donc x1 sur jusqu'à xn, est donné par la formule x égale oméga plus somme des lambda k k, où oméga c'est quoi? Ben, c'est une solution particulière de mon système, et les UK, ce sont des solutions, alors des solutions qui forment une base. Non, les N-P UK forment une base des solutions de l'équation, enfin du système homogène. Somme des aij xj est égale à 0 pour j allant de 1 à p et y compris entre 1 et n. 3 lignes. Pour ce système, il y a une solution particulière, d'accord? Et pour le système homogène, eh bien l'ensemble des solutions est engendré par U1, U2 jusqu'à UN-P, et l'ensemble des solutions donc du système complet est obtenu en faisant cette solution particulière, c'est très classique, hein, on l'a démontré dans le cours d'algèbre, plus une combinaison linéaire des solutions, enfin de la base des solutions du système homogène. Voilà. Donc, si M, on traduit ça maintenant dans l'espace affine, si M a pour coordonnées grand X, A pour coordonnées oméga, les vecteurs UK de coordonnées UK, eh bien j'obtiens que donc X était solution du système quand il s'écrit comme ça, bah, M appartient à H, qui est seulement si M est égal à A plus somme des lambda K UK. Et ce qui montre que H est bien le sous-espace affine qui passe par le point A, qui a pour direction H, H étant de dimension n-p engendré par les n-p vecteurs UK. D'accord? Donc j'ai bien un sous-espace affine de dimension n-p. Et je donne un exemple maintenant pour finir en dimension 4 avec ces deux équations-là, dont il est facile de voir qu'elles sont d'ordre, ça forme un système d'ordre 2, parce que de ça je peux extraire un déterminant qui n'est pas nul. Hein. Par exemple, je prends le premier, ça fait 1 fois 1, 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà. Donc là, j'ai ces deux formes linéaires-là, elles sont indépendantes. Elles sont indépendantes. Alors maintenant, je vais résoudre le système en XY comme un système de Cramer. Hein. Donc je pourrais faire passer les Z et les T de l'autre côté. Je ne l'ai pas vraiment fait ici. Je me suis contenté d'isoler X et d'isoler Y. Alors de quelle façon? Eh bien, je ne sais plus. Ici, pour me débarrasser du Y, j'ai fait moins 2Y. Donc ça fait X moins 2X, ça fait moins X.
Donc 0y, ça fera plus 3z, et ici ça fait moins 4, ça fait moins 5t, est égal à 1, moins 6, moins 5. Et là, pour me débarrasser du x, j'ai fait une soustraction, c'est-à-dire ça moins ça. Donc ça fait moins y, moins 2z, plus 3t, égale 3 moins 1, 2. Voilà. Et donc j'obtiens tout de suite x égale 3z moins 5t plus 5. Et y est égal à moins 2z plus 3t moins 2. Et ça, je peux donc écrire que x, donc il est égal à 5 plus 3z moins 5t, y égale moins 2z, non, égale moins 2, plus moins 2z, donc z là j'ai mis un moins 2, plus 3t, puis après je complète avec zt, pour que ça fasse zt de l'autre côté, il suffit que je mette 2 zéros, z fois 1 ça fait z, et t fois 1 ça fait t, d'accord? Bon, c'est évident que ces vecteurs-là sont indépendants, hein, à cause du 1, 0 et du 0, 1. Bon, c'est vrai même à cause de ce qui est en haut, mais c'est surtout vrai à cause du 1, 0 et du 0, 1. Et donc j'obtiens m égale a plus lambda u1 plus mu u2. Ça, d'ailleurs, cette façon de faire, là, ça donne une idée de comment on démontre que quand on a un système d'ordre P, eh bien, l'ensemble des solutions est un ensemble de dimension n-p, hein, parce que c'est tout à fait la démonstration. Nous voyons maintenant les droites affines dans un plan affine. Donc je dispose d'un plan affine défini par un repère OIJ. Les droites du plan sont des espaces affines de dimension 1, donc des hyperplans dans ce plan affine. Donc elles ont une équation cartésienne du type AX plus BY est égal à C, où A et B ne sont pas tous les deux nuls. Et on sait que A, B, C, les coefficients A, B, C de cette équation sont définis à une constante multiplicative près, lambda non nulle. Un vecteur directeur de D va être le vecteur U de coordonnées moins BA, et une équation cartésienne de la direction de D dans la base IJ est AX plus BY égale 0. Bon, mis à part le vecteur directeur, tout le reste a déjà été démontré, mais je vais quand même le refaire pour le fun. Si la droite D est la droite AU, dont on donne les coordonnées de A et de U, dire que M appartient à D, M de coordonnées XY, ça équivaut à dire que M et U sont collinaires, donc on a ce déterminant qui est nul. Quand on le développe, on trouve ça, c'est-à-dire qu'on trouve bien quelque chose de la forme AX plus BY égale C, et bêta et moins alpha ne sont pas tous les deux nuls, donc ça convient bien. On a une équation cartésienne. Réciproquement, si la droite D est définie par une équation, si l'ensemble D est défini par une équation du type AX plus BY égale C avec AB différent de 0, 0, si par exemple A est différent de 0, je peux C sur A 0, vérifie bien cette équation, et M de coordonnées XY appartient à D, si et seulement si X est égal à C sur A moins B sur A Y. Donc ça me donne, ça équivaut à dire que XY est égal à C sur A 0 plus Y moins B sur A 1, parce que Y est égal à Y. Et donc ça c'est de la forme A plus, c'est A plus Y, et là c'est un vecteur W de coordonnées moins B sur A et 1, donc non nul. Donc ça équivaut à dire que D c'est la droite AW, et c'est la même que la droite AU, en multipliant tout simplement par A qui est non nul, j'obtiens moins BA. J'obtiendrai la même chose si B est différent de 0, je ne le fais pas. Maintenant, si D est défini par une équation, supposons qu'il y ait une autre équation cartésienne, alors, d'après ce qu'on vient de dire, un vecteur directeur de D sera moins B'A', hein, et forcément, ils seront collinaires, donc B' sera égal à lambda B et A' à lambda A avec lambda différent de 0.
Si A appartient à D, ben on aura AXA plus BYA est égal à C, et A'XA plus B'YA est égal à C', et comme A' c'est lambda A et B' c'est lambda B, ça va me faire ça. Sauf que lambda AXA plus lambda BYA c'est égal à lambda C, d'où on déduit que C' est égal à lambda C, et que tous les coefficients sont proportionnels. Réciproquement, si je choisis des coefficients proportionnels à ABC, avec lambda différent de 0, il est évident que cette équation-là est équivalente à celle-là, donc celle-ci est bien une équation cartésienne qui caractérise D, donc qui est une équation cartésienne de la droite D. Voilà. Propriété, si A et B sont deux points différents donnés par leurs coordonnées, une équation cartésienne de la droite AB va être donnée par ce déterminant qui est nul. Alors, démonstration, M appartient à la droite AB, ça équivaut à dire que AM est égal à lambda AB, donc AM est égal à et AB sont collinaires, donc ce déterminant est nul. Alors maintenant, je vais calculer ce déterminant, là, je l'appelle dep. Je fais colonne 1 moins colonne 2, et je fais colonne 3 moins colonne 1. Et je développe par rapport à la première ligne, et donc ça me fait moins ce déterminant. Donc, dire que ça est égal à 0, ça équivaut à dire que ça est égal à 0. Et donc, ça équivaut à dire, et donc la propriété est démontrée. Pour finir, position de deux droites dans un plan affine. Donc, je prends deux droites du plan affine P. Soit leurs directions sont les mêmes, et alors D inter D' est égal à vide, D est égal à D'. Les deux cas étant possibles, bon, on le reverra après, mais en fait on l'a déjà vu, les deux cas, on a déjà démontré que c'était possible ça. Ça c'est vrai, je ne le redémontre pas, c'est vrai pour n'importe quel sous-espace affine. Quand deux sous-espaces affines dans la même direction, soit leur intersection est vide, soit ils sont confondus. Alors là, dans le cas d'une droite, quand D est différent de D', ce sont des ensembles de dimension 1. Donc ça, à ce moment-là, ça veut dire que l'intersection, si D est différent de D', l'intersection va être réduite au vecteur nul. D'accord ? Et à ce moment-là, j'applique une autre propriété que j'ai déjà vue, c'est que je considère D' comme étant un hyperplan, c'est un hyperplan du plan vectoriel P. Et là, j'ai une droite, intersection un hyperplan. Eh bien, je sais que à ce moment-là, D et D' sont séquents. Et que donc, D inter D' est égal à un point A. Donc, en fait, là, je vais démontrer, j'ai précisé des cas qui sont très connus, c'est que si on prend en fait de droite D' du plan P, il n'y a pas d'autre choix que ça. Donc en gros, soit elles sont strictement parallèles, D inter D' égale vide, soit elles sont confondues, D égale D', soit elles sont séquentes, D inter D' est réduit au singleton. Alors on refait une démonstration analytique des résultats précédents, donc avec deux droites dont on donne les équations cartésiennes et on cherche leur intersection, donc à résoudre ce système-là. Premier cas, le déterminant du système est différent de 0, et donc on sait qu'il y a une solution unique qu'on obtient par des combinaisons linéaires de lignes, et on obtient facilement ces deux résultats, et donc les deux droites sont séquentes au point M qui a ces coordonnées-là. Dans le cas où le déterminant est nul, ça veut dire que A'B' est un multiple de AB, avec K différent de 0, et donc on se retrouve avec deux équations comme ça. Et évidemment, si C' est égal à KC, c'est deux équations équivalentes, D égale D'. Et si C' est différent de KC, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Et donc D inter D' est égal à vide, et c'est terminé. Donc conclusion, quand on a deux droites données par leurs équations cartésiennes, elles sont séquentes si le déterminant est différent de 0, elles sont parallèles si le déterminant est nul, et dans ce cas-là, il y a deux cas. Soit on peut passer de ABC à A'B', C' en multipliant par un coefficient constant
non nul, et dans ce cas-là, D est égal à D', et sinon, l'intersection est vide. Des exemples sur les équations de droite. Si on donne une équation cartésienne, comment trouver un point et puis un vecteur, une représentation paramétrique, donc, eh bien, on part tâtonnement, hein, donc on donne des valeurs à x et y, 0,5 par exemple, on aurait pu prendre 5, 0, est un point de D. Le vecteur directeur, ben, on prend moins BA, hein, donc moins BA ça fait moins 1, vecteur directeur ça fait moins 1, 1, voilà. Et donc on a la droite D, c'est la droite qui passe par ce point-là et qui a comme vecteur directeur moins 1, 1. Là, je fais l'inverse maintenant, j'ai une droite D donnée par un point, un vecteur. Eh bien, je veux dire que moins BA, ça pourrait être ça, par exemple. Donc, moins BA, ça fait moins 1, 2. Dans ce cas-là, ça fait B est égal à 1 et A est égal à 2. Donc, B égale 1, A égale 2. Donc, A, X plus B, Y égale C. Je recherche ça. Et puis, le C, bah, je le trouve en remplaçant X et Y, évidemment, par 2 et 3. D'ailleurs, je fais 2 fois 2, 4, plus 3, 7, et donc j'obtiens que C vaut 7, et l'équation de la droite, c'est 2x plus y égale 7. Une équation de la droite, puisque je sais que j'ai toutes les autres en multipliant. Enfin, deux droites D, D', dont on donne ici les équations. Bon, le déterminant ici, c'est 2 fois moins 4, moins 8, plus 9, ça fait 1. Elles sont séquentes. Je vous laisse faire le calcul, on trouve que ça fait 2 et 1. 4 moins 3, ça fait 1. Et 6 moins 4, ça fait 2. D et D' donnés par ces deux équations, je ne connais pas lambda, mais je vois qu'on passe de là à là en multipliant par moins 2. Donc le déterminant est nul. Donc les droites sont parallèles. Elles sont égales si... donc là j'ai multiplié par moins 2. Donc si lambda est égal à moins 2 fois 5, les droites sont donc moins 10. Elles sont confondues. Et sinon, l'intersection est vide. Et si on a deux droites affines DD' dans le plan affine, données par leurs équations cartésiennes, D parallèle à D', ça équivaut à direction de D égale direction de D', ça équivaut donc à A'B et AB sont proportionnelles, puisque la direction de D a pour équation cartésienne AX plus BY égale 0, et la direction de D', A'X plus B'Y est égale à 0. Donc, deux hyperplans vectoriels sont égaux si et seulement si les coefficients de leurs équations cartésiennes sont proportionnels. D égale D' équivaut à A'B', C' est égal à lambda A, B, C. Ben ça, on l'a démontré déjà hein, quand on a affaire à des droites données par des équations cartésiennes. Elles sont confondues si et seulement si tous leurs coefficients sont proportionnels. On considère maintenant trois points A, B, C donnés par leurs coordonnées. Ils sont alignés si et seulement si ce déterminant est égal à 0. Bah, si B est différent de C, tout a déjà été fait. A, B, C sont alignés si et seulement si A appartient à la droite BC. Et ça, dire qu'un point M appartient à BC, ça équivaut à dire que le déterminant, on l'a démontré, 1, X, Y, 1, B1, B2, donc ça c'est les coordonnées B, et ça c'est les coordonnées C égale 0. Donc ici, nous, à la place de M, c'est A qu'on veut, donc je remplace X par A1, Y par A2, terminé. Enfin, si B égale C, il n'y a rien à dire non plus, parce qu'à ce moment-là, A, B, C sont alignés puisqu'il y a deux points confondus, et d'autre part, dans ce déterminant-là, eh bien, il y a deux colonnes qui sont égales, donc le déterminant est bien égal